Aujourd'hui, on parle de mesures d'accommodement et de cohérence pédagogique avec Marie-France Larochelle du service aux étudiants et Benoît Tremblay, chargé de cours à l'UQTR. Bienvenue à Espresso pédagogique. Alors, bonjour à vous deux. Bonjour. Alors, Benoît, tu es chargé de cours au département d'études, loisirs, culture et tourisme, ici à l'UQTR. Effectivement. Et Marie-France, tu es orthopédagogue et conseillère au soutien aux étudiants en situation de handicap, ici au service aux étudiants à l'UQTR. Oui. Alors, ma question aujourd'hui, ça va être de vous demander comment est-ce qu'on peut rester cohérent comme enseignant sur le plan disciplinaire en lien avec les mesures d'accommodement? Bien, c'est clair qu'il faut définir puis respecter un peu les objectifs d'apprentissage qu'on a fixés au début du cours. Donc, à partir de ce moment-là, bien, on va être en mesure de fixer une progression chez l'étudiant. Donc, qu'est-ce qu'il doit acquérir au départ? Est-ce que c'est davantage des connaissances? Après ça, bien, un peu plus tard dans la session, on va peut-être plus tomber sur un niveau d'analyse où il va devoir comprendre certains concepts qu'on a vus en classe. Puis évidemment, bien, ce niveau d'objectif-là va progresser pendant la session pour aller jusqu'à éventuellement une étude de cas, une simulation, et tout ça pour qu'on soit capable d'évaluer les compétences de l'étudiant, là, où il est rendu dans son apprentissage. OK. Puis, du point de vue des accommodements, comment toi, comme chargé de cours, comment est-ce que tu fais pour rester cohérent sur le plan pédagogique? Bien, au départ, je donnais des examens type très standard avec du temps requis, 3 heures en classe avec un examen théorique, questions à choix multiples, des questions en développement, pour vraiment être capable de mesurer. Puis je me disais, bien, c'est la seule façon de faire. Puis évidemment, bien, là, je me retrouvais en situation avec où je devais utiliser le local adapté pour certains étudiants. Je trouvais que ça stigmatisait un peu aussi l'étudiant en disant, bien, OK, toi, tu pars, tu t'en vas au local adapté. Moi, je reste avec le reste du groupe. Puis j'ai eu des situations où j'avais en fait le même examen qui se déroulait dans 2 pavillons distincts. Donc, je devais faire la navette entre les 2 pavillons pour répondre aux questions. Je trouvais que c'était pas très inclusif comme méthode. Fait que j'ai plutôt revu mes méthodes d'évaluation pour trouver une façon de ne pas vivre ça, puis d'être un peu plus en inclusion, donc d'avoir tous les étudiants en classe, puis peut-être travailler davantage en simulation, en travaux d'équipe, parce que dans la vraie vie, on a accès à nos collègues, on a accès à nos documents, donc c'était vraiment de revoir ça autrement. OK, excellent. Marie-France, comment tu vois ça de ton côté, conseillère aux étudiants en situation de handicap? Bien, en fait, c'est un bon exemple là, que Benoît nous donne aujourd'hui. Là, puis c'est sûr que la partie théorique, là, on ne peut pas complètement la mettre de côté. Là, comme on disait au début, Non. quand on enseigne, bien, souvent cette partie-là est importante. Mais comment faire pour que ce soit plus simple, justement, dans l'intégration des mesures d'accommodement, entre autres le temps supplémentaire? Bien, ça peut être justement déjà de l'inclure dans le temps de façon générale, donc d'être inclusif. Alors, je prépare un examen qui dure 1 heure, mais en fait, je donne 50% de temps supplémentaire à tout le monde. Si jamais ça, c'est contraignant, bien, il y a aussi la formule avec la BIC. Donc, les examens sur la BIC, c'est souvent plus facile pour tout le monde, pour les étudiants, mais aussi pour la gestion avec les professeurs. Donc, ça fait que je peux sélectionner certains étudiants qui auront plus de temps. Je peux préprogrammer la BIC. Fait que ça, c'est une formule là, qui pourrait être gagnante là, éventuellement, même pour d'autres professeurs. Là. Ce que tu disais, dans le fond, à la fin, là, quand à la fin de la session, au niveau de l'évaluation, là, on peut fonctionner autrement, vraiment plus dans l'intégration de tous les types de compétences, là, autant transversales que disciplinaires. Exact. Ce que je pense aussi, c'est qu'on veut que nos étudiants soient à leur plein potentiel. Donc, quand on veut donner des mesures d'accommodement, c'est parce que, justement, on veut qu'ils soient capables d'atteindre nos objectifs. Donc, on ne vient pas niveler vers le bas, on ne va pas aller changer nos objectifs. Ce qu'on veut, par contre, c'est leur offrir plus qu'un chemin pour être capable d'accéder à ces objectifs-là, tout en restant cohérent avec l'évaluation, bien sûr. Exactement. J'ai eu des situations où il y avait des contenus très théoriques, lourds, des articles de loi sur l'hébergement, par exemple, au Québec, des choses comme ça. Il faut avoir ces connaissances théoriques-là, mais comment je les évalue, moi, comme enseignant? Qu'est-ce que je veux savoir que l'étudiant a retenu? Est-ce que je veux qu'il me le récite par cœur ou je veux qu'il soit capable de l'appliquer dans des situations? Donc, c'est souvent comme ça que je vais
travailler l'objectif d'apprentissage pour que ça soit en cohérence avec ce que j'ai besoin d'évaluer. Puis l'étudiant, ben lui, ça va venir clarifier aussi comment je dois lire un article de loi qui est très drabe et strict. Comment je dois le lire pour être capable de dire, ben c'est comme ça que je vais l'appliquer ensuite. Donc, tu sais, d'aller dans des situations les plus réelles possibles pour le futur milieu de travail. Se coller sur la future pratique professionnelle. Oui. Tout à l'heure, on parlait, hors caméra, on parlait de la qualité du français, qui était souvent une compétence qui était transversale, qui est développée à travers ses études tout le long de son cursus. J'aimerais vous entendre un petit peu là-dessus sur les mesures d'accommodement en lien avec la qualité du français. Bien, c'est qu'il y a certains professeurs, puis dans le fond, on peut bien le comprendre, pour lesquels ça fait partie de leur valeur, la qualité du français écrit, et ils y tiennent. Oui. C'est normal. Ils vont former des futurs professionnels. Sauf que nous, comme établissement, l'obligation légale qu'on a, c'est de permettre à l'étudiant qui en a besoin d'avoir ces outils pour réaliser la tâche, pour, dans le fond, permettre d'avoir son plein potentiel. Donc, de dire, moi, je refuse que l'étudiant utilise Antidote dans mon examen parce que, pour moi, la qualité du français est importante, mais ce n'est pas un argument pour refuser, en fait, l'accommodement. On peut le faire si jamais c'est la compétence disciplinaire qu'on enseigne. Là. Dans un cours de français, effectivement, là, on ne laissera pas Antidote si vraiment on est dans l'application de règles. Là. Effectivement. Mais pour une situation qui est plus générale, donc, il faut faire attention. Il faut vraiment distinguer compétences transversales, compétences disciplinaires. Donc, qu'est-ce que j'enseigne versus qu'est-ce qui me tient à cœur. Puis, c'est la variante. Mais la façon dont tu fonctionnes avec la simulation, je trouve ça génial parce que l'étudiant a accès à tous ces outils à la maison. Oui, il peut utiliser. Puis moi, je le recommande. Je dis, utilisez-le, Antidote. Vous allez l'avoir, vous en avez besoin. Puis je corrige avec Antidote parce que dans notre département, on a une règle sur le français. L'étudiant peut perdre jusqu'à 20% pour des travaux remis. Donc, évidemment, ça s'applique moins dans le cadre d'examen et de choses comme ça. Mais moi, je dis, utilisez-le, Antidote. Je vais corriger avec ça. Puis j'enlève les points de français en fonction des erreurs qui me sont soumises. Donc, à ce moment-là, ben, c'est un outil de plus. Puis, ben, ce que je leur dis, c'est que dans votre vie professionnelle, les étudiants en loisirs, culture, tourisme, ben, vont avoir à gérer des événements, à gérer des réseaux sociaux. Donc, à ce moment-là, ben, ils doivent corriger. Il faut que ça soit un français impeccable. Donc, c'est une compétence transversale qui est importante pour la profession. Donc, je l'encourage. Mais on a des outils qui existent, puis dans la vraie vie, on les a, ces outils-là. Donc, pourquoi contraindre? C'est ça. C'est que comme professionnel, puis en plus en 2024, je pense qu'on fonctionne tous par ordinateur, donc on a tout accès au logiciel d'aide. Donc, c'est ça. Il faut vraiment, si on refuse une mesure d'accommodement, il faut être capable de démontrer que ça contrevient à la compétence qui est évaluée, à l'objectif à atteindre. Effectivement. Sinon, ben, légalement, on ne peut pas refuser. Bien, excellent. Je suis très contente de vous avoir entendu aujourd'hui selon votre différents angles de vue, mais autant comme chargée de cours que comme conseillère aux étudiants. Alors, je vous remercie infiniment pour votre apport aujourd'hui à tous les deux. Ça fait un grand plaisir. Merci.